Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle conférence web organisée par Grisby. Grisby est votre coach patrimonial. Je suis Maxime Camus, associé fondateur et directeur général de Grisby, et très heureux de vous retrouver pour cette conférence dont le thème ou la question est la suivante: quelle stratégie d'investissement post-crise adopter? Pour répondre à cette question, nous avons la chance d'être accompagnés par trois partenaires experts issus de maisons de gestion prestigieuses. J'en profite pour vous remercier tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et je vais d'ailleurs tout de suite vous passer la main pour vous présenter rapidement. Stéphane, si tu veux bien commencer. Bien sûr, merci Maxime, ravi d'être parmi vous. Donc, moi, je m'appelle Stéphane Vontron, je suis directeur commercial sur la partie distribution, donc sur la promotion de nos OPCVM chez JP Morgan Asset Management en France. Et donc, j'ai la chance de pouvoir vous parler d'une maison qui gère à peu près 2500 milliards d'actifs à l'heure actuelle, ce qui est assez significatif, mais qui surtout aligne plus de 1000 gérants et analystes dans 35 localisations. Voilà, donc, on est implanté un peu partout dans le monde. Et je pense que c'est cet éclairage très international qu'on peut proposer aujourd'hui et qu'on va essayer de partager ensemble. Parfait, merci Stéphane. Paul, je te donne la main. Avec plaisir. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous également pour ce webinaire. Donc Paul Gaudry, je travaille à la Financière de l'Échiquier depuis bientôt 3 ans. La Financière de l'Échiquier, c'est une maison qui fête cette année qui souffle sa 30e bougie. On est aujourd'hui à la tête de 13 milliards d'encours à peu près. Vous nous connaissez principalement pour des fonds traditionnellement européens, français. Et depuis 10 ans, on a investi le territoire des actions internationales. Et donc, on est très heureux d'être partenaire de Grisby. Aujourd'hui, je vous parlerai un peu plus tard de stratégies thématiques pour pouvoir faire fructifier votre patrimoine et votre épargne avec des thématiques d'avenir, ce qu'on appelle des méga tendances. Merci Paul. Maxime, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Maxime Vanneau. Je suis également ravi d'être à vos côtés et un grand merci à Grisby d'organiser ce webinaire pour nous permettre d'évoquer notre métier et nos stratégies. Moi, je représente la maison Natixis IM qui fait partie de l'univers financier européen, qui gère aujourd'hui un peu plus de 1000 milliards d'euros sous gestion et dont l'objectif aujourd'hui est très simple: redonner un peu de sens et de bon sens à vos placements financiers. Vous verrez que nous parlerons de thématiques asset management, de Mirova, autant de stratégies qui vous permettent de bien comprendre ce dans quoi vous fléchez votre épargne. L'objectif aujourd'hui, voilà, c'est de comprendre ce que vous faites et de comprendre le risque que vous prenez sur les marchés financiers. Je serais ravi de développer avec vous ça quelques minutes. Merci à tous les trois pour cette présentation. Donc, effectivement, je m'adresse à tous les participants. On va voir avec nos trois intervenants du jour déjà un partage du point de situation actuel. Là, on vient de passer 18 mois extrêmement particuliers. On voit que les marchés ont été dans tous les sens et c'est intéressant d'avoir leur analyse de la situation et puis derrière les convictions et leur stratégie d'investissement qu'ils vont nous partager. Avant de donner la parole au premier des trois intervenants, je voulais simplement revenir sur Grisby. Certains d'entre vous, vous nous connaissez bien, d'autres un peu moins. En quelques mots, Grisby, donc c'est un coach patrimonial qui vous permet de prendre la main sur la gestion de vos finances et de votre patrimoine, finalement d'être en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment en matière d'optimisation fiscale et patrimoniale. On vous accompagne principalement par deux moyens. La première possibilité, c'est notre plateforme grisby.fr qui vous permet d'agréger l'intégralité de votre patrimoine, d'accéder à des diagnostics, des simulations qui vous permettent d'identifier des pistes d'optimisation en matière de fiscalité, de préparation à la retraite, de diversification ou d'autres thématiques patrimoniales et le cas échéant de souscrire en ligne. Et puis, vous avez également accès à une équipe de conseillers, d'experts qui vous accompagnent si vous le souhaitez justement pour approfondir tel ou tel point ou pour souscrire également. On a la souscription en ligne à travers notre plateforme et vous pouvez souscrire également via nos conseillers. Donc, on est là pour vous aider, pour vous accompagner dans vos réflexions sur une gamme très vaste de solutions d'investissement. Voilà pour la présentation rapide de Grisby. Un dernier mot avant de donner la parole à Stéphane pour commencer.
Vous avez, en tout cas pour ceux qui ont déjà participé à d'autres webinaires, vous le savez, vous avez la possibilité de poser des questions directement à travers l'outil que nous utilisons. On aura un temps dédié aux questions-réponses à l'issue des 3 interventions, et puis le cas échéant, on pourra répondre si cela est possible dans le cadre du fil des interventions de chacun. En tout cas, voilà, sachez qu'on aura un temps de questions-réponses à l'issue des 3 interventions, et on sélectionnera les questions qui intéressent le plus grand nombre. Je ne sais pas si on pourra retenir toutes les questions qui sont posées. En tout cas, on fera le nécessaire dans un second temps de répondre à toutes les questions. Merci encore pour votre participation. Et puis Stéphane, je te donne la main pour nous partager effectivement l'état de la situation et puis les convictions et les stratégies d'investissement de JP Morgan. Merci beaucoup, Maxime. Alors, c'est une vaste tâche, parce que je vais devoir essayer de vous brosser un panorama un petit peu global de la situation en quelques minutes. Donc, en général, faire un tour du monde, on se laisse au moins 80 jours pour le faire. Parfois, on essaye de le faire en 1 heure. Là, on va essayer de le faire en 5 minutes. Donc, c'est ambitieux, mais on devrait pouvoir y arriver. Globalement, je pense que ce qu'on doit tous avoir en tête, pour peut-être se remettre en perspective, c'est que nous avons traversé bien évidemment un contexte extrêmement compliqué. Je ne reviens pas sur l'an dernier avec ce choc exogène colossal que représente la pandémie du Covid, mais qui a provoqué une récession historique, puisque c'est la pire récession en temps de paix depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quelque chose d'assez colossal, et qui s'est accompagné d'une performance sur les marchés de l'ordre de 15%, si on prend comme baromètre le MSCI World, le principal indice représentatif des actions mondiales. Donc, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif, d'avoir eu cette anticipation. Alors, bien sûr, ça a été fait du fait des injections de liquidités dont on parle souvent, qui ont été réalisées par les différentes banques centrales, la Réserve fédérale américaine en tête, mais également la BCE, qui n'ont pas hésité depuis les 10 dernières années à mettre la main à la poche et à encore accélérer ce phénomène pour pallier la crise du Covid. Mais surtout, la nouveauté de l'an dernier, ça a été, c'est ce que vous avez sous les yeux avec cette diapositive, ce sont les programmes extrêmement puissants et coordonnés de relance budgétaire. Ça, pour le coup, c'était une nouveauté. On vit abreuvé de liquidités par les banques centrales depuis maintenant 10 ans. En revanche, l'orthodoxie budgétaire restait de mise. Force est de constater que là aussi, dans le sillage des banques centrales, les banques centrales ont été obligées de mettre aussi les mains à la poche et de proposer de la relance, alors dans des proportions assez considérables, puisqu'on parle de 20% du PIB pour pratiquement 20% du PIB aux États-Unis à déployer dans les 18 mois. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'investissement à long terme, et en revanche, le déploiement sera un peu plus long en Union européenne, mais ça représente quand même, si on tient compte des budgets nationaux et des aides gouvernementales déjà en place avant le Covid, puisqu'il faut bien se rappeler que si les aides apportées aux chômeurs aux États-Unis sont une nouveauté et un phénomène relativement ponctuel, qui d'ailleurs commence à s'estomper dès ce mois de juillet, en revanche, c'est évidemment quelque chose de structurel sur des marchés comme la France. Donc, du coup, ces dépenses budgétaires, elles sont à prendre en compte en termes d'effet de relance. Donc, ça représente pratiquement 10% du PIB sur la zone euro. Donc, ce sont des phénomènes qui sont assez colossaux, qui ont permis d'avoir justement en perspective une reprise très forte et donc la très bonne tenue des marchés que nous avons connue l'an dernier. Alors là où ça se complique peut-être un petit peu, c'est que face à une récession en anticipation de reprise, on fait de bonnes performances et depuis le début de l'année, on prend les mêmes et on ne recommence pas exactement avec les mêmes, mais en revanche, le MSCI World fait de nouveau 15% depuis le début de l'année, mais là, cette fois-ci en 6 mois, et face justement à une reprise assez coordonnée à l'échelle mondiale. Alors, plutôt emmené par les États-Unis, pour lesquels on peut estimer qu'on devrait avoir autour de 7% de croissance pour l'année. On a quand même encore cette année, on peut escompter entre 8 et 9% de croissance en Chine. Alors, en revanche, il y a une partie de la normalisation qui est derrière nous. Et puis surtout, n'oublions pas que la Chine a été la seule zone économique majeure à ne pas afficher de récession l'an dernier. Donc, ce qui explique un différentiel de croissance relativement faible depuis le début de l'année, ce qui explique aussi, là où on avait eu de très bonnes performances sur les marchés chinois, d'avoir eu une certaine forme de pause depuis le début de l'année sur ce marché qui est pour autant un axe stratégique, je pense, pour la plupart des gérants, puisque ça sera à horizon 2030 la première économie mondiale. C'est d'ores et déjà le deuxième marché mondial, on y reviendra. Donc je pense que
de ce point de vue-là, la perspective qui est peut-être un petit peu contre-intuitive, qui est un petit peu différente, c'est que ce sont plutôt des actifs dits de qualité, des actifs de croissance lisibles qui ont surperformé, qui ont emmené le marché l'an dernier. C'est un petit peu le contraire qui s'est passé en tout début d'année, avec un phénomène de rééquilibrage en termes de style et donc une prime à des actifs décotés, dits value, plus cycliques, plus directement indexés au cycle ou des plus petites valeurs. Alors, ce phénomène aujourd'hui s'estompe un petit peu parce qu'on a une pause, parce que le grand sujet, c'est de se dire, bon, ok, très bien, on a eu une relance budgétaire et monétaire majeure. On a une reprise assez forte de l'activité qui se caractérise par une reprise de l'emploi également, y compris aux États-Unis, en particulier aux États-Unis. Et donc le gros sujet maintenant, c'est quid de l'inflation, l'inflation qui est l'ennemi absolu de l'investisseur. Et c'est vraiment ce qu'on regarde avec attention à l'heure actuelle, puisque, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le saisir, mais on a eu des chiffres d'inflation aux États-Unis qui sont ressortis à 5% dernièrement pour le mois de mai, publié en juin. On n'a pas encore les chiffres en juin. Et ce sont des niveaux qui sont extrêmement importants, bien évidemment, mais à comparer à des taux longs, des taux américains à 10 ans qui sont encore stables, voire en légère baisse depuis le début de l'année. Ils ont baissé sur le trimestre. Et on est seulement à 1,40 sur le 10 ans américain. Alors, c'est un petit peu contre-intuitif. C'est assez voulu, il faut dire ce qui est par les autorités et par les banques centrales, puisqu'il va être nécessaire pour gérer le stock de dette que nous venons de constituer pour sauver l'activité récemment, on vient d'y revenir, eh bien, d'installer durablement des taux réels négatifs. Taux réels négatifs par le retour de l'inflation. Alors l'inflation, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi, parce que la stagflation que nous avons connue ces dernières années en Europe n'est pas franchement un indicateur de bonne santé économique. Donc une reprise d'inflation, c'est plutôt une bonne chose. Il faut que ça soit dans des proportions mesurées. Force est de constater que les banques centrales seront à la manœuvre pour faire en sorte que cette inflation soit quand même maîtrisée, ce qui va expliquer une normalisation de la politique monétaire, mais plutôt à horizon 2022, dans le cas de la Réserve fédérale américaine, 2023 probablement, pour l'Europe qui est un petit peu en retard et qui, comme souvent, aura un pic de croissance qui interviendra probablement à peu près 6 mois après celui des États-Unis. Donc, je dirais que dans ce cadre, oui, il y a un retour d'inflation, il faut absolument le surveiller. En revanche, ce n'est pas une fatalité pour les actions. C'est ce que vous montre un petit peu ce graphique. Alors, même si, au-delà de l'esthétisme évident du graphique, ce qui est important, c'est de voir en fait, on essaie de voir la corrélation entre la remontée des taux qui accompagne l'inflation et la performance des actions. Et essayer de se mettre un petit peu en perspective de ce point de vue-là, puisqu'on a coutume de dire qu'une remontée de taux est généralement négatif pour la performance des actions. En réalité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le niveau absolu des taux. Et je viens de m'y arrêter un instant. Alors déjà, les taux réels, c'est-à-dire les taux nominaux moins l'inflation, sont encore très largement négatifs. Mais qui plus est, il y a un baromètre très clair et une frontière qu'on voit entre le nuage bleu et les nuages gris. Eh bien, c'est le niveau absolu des taux. C'est-à-dire qu'on peut estimer sur longue période, statistiquement, que globalement, lorsque les taux sont inférieurs à 3,5, eh bien, la corrélation entre la remontée des taux et la performance des actions est positive, ce qui signifie que les remontées de taux correspondent à une amélioration du cycle qui n'est pas encore trop dommageable pour le plan de financement des entreprises, qui ne vient pas encore brider trop fort la croissance et qui donc s'accompagne de croissance bénéficiaire et de bonne performance pour les actions. La frontière statistique, elle est autour de 3,5. Je vous ai cité les niveaux auxquels on se situe à l'heure actuelle. On est très très loin de ce niveau. Donc en termes clairs, la remontée, il va falloir la surveiller, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour les marchés d'actions. En revanche, ça implique une très forte prudence, globalement, sur les marchés obligataires, qui implique que le consensus des gérants va essayer de se porter vers plus de risques de crédit, du risque émetteur, donc du coup des obligations privées, plutôt de court terme, qui vont plutôt être sur des notes, donc des qualités d'émetteurs relativement faibles pour offrir un petit peu de rendement, parce que c'est très difficile à trouver. Et globalement, la plupart des investisseurs délaissent la duration, donc délaissent les obligations de long terme gouvernementales qui apportent peu, voire offrent des taux nominaux négatifs et sur lesquels le risque de remontée de taux, en revanche, est énorme. Donc, on va se faire consommer le peu qu'on peut espérer par l'inflation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va éviter. En revanche, ça implique aussi de devoir trouver des solutions plus agiles, et j'en dirai quelques mots, pour la partie plus prudente des allocations, parce que
ça fait un gros trou dans la raquette d'avoir du mal à utiliser des obligations qui, de d'une soi, sont très peu diversifiantes parce que très corrélées au marché action et ou soit rapportant trop peu introduites dans un portefeuille puisque ça rapporte des taux de réel couru négatifs. Ça laisse peu d'options et donc il va falloir être un petit peu innovant dans notre façon d'aborder la gestion plus prudente à associer avec des gestions de long terme qu'on vous proposera également, mais sur un horizon patrimonial. Alors, indicateur aussi là sur lequel je voulais revenir tout de même pour se donner un peu de perspective. La valorisation des actions à l'heure actuelle, c'est quand même un élément important à avoir en tête quand on traite sur ces marchés. Il y a deux manières de voir les choses en réalité. D'un côté, la mesure historique, et ça c'est celle que vous avez sous les yeux. Elle est objective et je pense que c'est important quand même de l'avoir en tête. D'un point de vue historique, les actions sont plutôt chères. C'est ce que vous... Alors sur la partie gauche, vous avez la performance, le nuage de points de la performance des actions à 12 mois. Et donc la barre bleue, c'est le niveau de valorisation actuel. Donc vous voyez qu'en gros, à gauche, vous avez des valorisations en dessous, à droite, les valorisations au-dessus de ce que nous avons à l'heure actuelle. Globalement, ça ne donne pas beaucoup d'indications à 12 mois. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de se porter à droite du graphique. Et là, on va voir les performances à 10 ans par rapport à ces points d'entrée. Et là, on voit que statistiquement, les performances sont nulles à négatives sur un horizon long lorsque l'on est historiquement sur ces points d'entrée. Donc, il faut être très clair, les actions, elles sont plutôt chères. Maintenant, j'aimerais m'arrêter sur une autre façon de voir les choses, c'est qu'on vit depuis 10 ans dans une économie qui est aujourd'hui administrée par les banques centrales, et notamment qui ont emmené des taux extrêmement faibles. Ces taux faibles, elle a déformé les modèles de valorisation de l'ensemble des actifs. Et les taux, si je parlais tout à l'heure de taux négatifs sur les obligations, eh bien, vous imaginez bien qu'un taux négatif est le reflet d'un actif extrêmement cher. Ce qui signifie que l'ensemble des actifs, cotés ou non, sont extrêmement chers. C'est la conséquence directe de ces politiques de banque centrale. Et en termes de prime de risque, c'est-à-dire en termes de différentiel de rémunération par rapport aux autres actifs, les actions cotées restent le véhicule probablement le moins cher par rapport aux autres actifs qui eux-mêmes ont été emmenés encore plus loin par rapport à des référentiels historiques par ces politiques de banque centrale. Donc, d'un point de vue historique, c'est cher. D'un point de vue relatif par rapport aux autres actifs, ce n'est pas très cher. Un autre élément que vous avez sous les yeux qui nous rend plutôt enthousiastes concernant les actions, et là qui va, je dirais, rapporter de la valeur à nous autres gérants ainsi qu'à mes confrères, eh bien, c'est la dispersion qu'on voit se constater. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on parle de valorisation globale, mais il y a une très forte dispersion au sein de la valorisation des actions. Selon les secteurs, selon les titres, il y a de grands écarts de valorisation entre ces différentes sociétés. Et ça, ce sont autant d'opportunités pour nous gérants d'aller chercher de la valeur, de la surperformance par rapport à des indices. Et c'est ce qu'on va essayer de vous proposer généralement. Alors, en termes de, je dirais, d'opportunités, d'idées, d'investissements, le message avec lequel on voulait vous laisser, c'est très clairement la perspective de long terme, le muscle de l'allocation, le moteur, ça restera des actions. Néanmoins, je vous l'indiquais à l'instant, il est nécessaire d'équilibrer cette prise de risque avec justement des profils plus équilibrés. Mais le problème, c'est que ces profils équilibrés, eh bien, ils sont souvent porteurs d'obligations qui sont très sensibles à la remontée de l'inflation, à la remontée des taux qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, notre recommandation dans ce contexte sont plutôt des stratégies qu'on va appeler des stratégies global macro. Donc, chez nous, le fonds s'appelle Global Macro Opportunities. Et c'est un fonds qui, lui, va avoir un profil plus prudent, mais non pas en investissant beaucoup sur les obligations, mais en utilisant des méthodes de gestion différentes. C'est-à-dire que c'est un fonds qui fait de l'arbitrage entre classes d'actifs, entre zones géographiques, et qui va refléter notre vision macroéconomique que je vous ai exposé rapidement, pour justement essayer non pas de faire de la performance sur base de la direction du marché, mais sur leurs écarts. Et donc, ça a une vertu, c'est que ça permet, et c'est ce qu'on voit à l'écran, en violet, en fait, vous avez le comportement du fonds par rapport aux indices actions en bleu pétrole, et en gris, vous avez des fonds diversifiés. Lorsque les marchés sont extrêmement baissiers, le fonds, statistiquement, a été à positif, donc a réussi à générer de la valeur sur des marchés baissiers, et ce en quoi il est extrêmement complémentaire avec des actifs traditionnels, avec des actions, et donc efficace dans une gestion de portefeuille équilibrée, parce qu'il va bien compléter une approche action de long terme qui est nécessaire, mais dans laquelle on ne manquera pas d'avoir plus de volatilité, parce qu'aujourd'hui, eh bien, globalement, on est sur des valorisations assez tendues, donc les perspectives sont bonnes, mais en revanche, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans les cours. Donc c'est pour ça qu'on doit mettre une dose de
prudence pour compléter ces perspectives de long terme qui ne manqueront pas de générer de la performance, mais sur lesquelles le trajet à court terme pourrait être un petit peu plus compliqué. C'est toute la vocation de Global Macro Opportunities, de pouvoir proposer une forme de risque complémentaire et aussi quelque part une forme d'assurance sur la remontée des taux, puisque typiquement à l'heure actuelle, nous avons des positions vendeuses sur les taux américains, ce qui signifie que si les taux venaient à monter, eh bien, ça serait générateur de performance pour le portefeuille, ce qui est le contraire d'un porteur d'obligations traditionnelles où, pour le coup, c'est une catastrophe. Les autres idées sur lesquelles je voulais vous laisser un instant, si on peut passer sur la diapo suivante, c'est la Chine, une idée structurelle. Là, pour le coup, l'idée spontanée que nous allons avoir en tant qu'allocataire d'actifs, c'est d'essayer de trouver un bon ratio entre la perspective de long terme, donc la qualité de la croissance du modèle, et un niveau de valorisation correct. Et dans ce cadre, pour les actions, on les trouve dans deux gisements essentiellement. La Chine, je l'ai déjà évoqué, la Chine pour plusieurs raisons, sa trajectoire de croissance long terme, la croissance colossale de sa capacité, de sa consommation domestique, avec une population qui est en phase d'urbanisation, avec une augmentation très forte du pouvoir d'achat par habitant, qui dans les 5 prochaines années devrait passer de 10 000 à 15 000 $ par habitant. C'est absolument considérable et ça déclenche beaucoup de choses en termes de consommation. Et puis tout, c'est des deuxièmes marchés mondiaux, c'est-à-dire que nous, on le voit avec nos yeux d'occidentaux, comme étant un marché globalement, comme étant l'atelier du monde, exportateur, un marché financier relativement peu développé. Pour vous donner une idée, le marché chinois pèse déjà entre 5 et 6 fois ce que pèse le marché français en termes de capitalisation. Donc, ce n'est pas un petit marché exotique, c'est un très gros marché qui est sous-représenté dans les portefeuilles. Et ça, c'est une autre forme d'opportunité, c'est que c'est un marché qui est pour le moment très vaste, relativement peu suivi, sous-investis et sur lesquels, de manière chronique, les grands investisseurs internationaux sont en train de se porter. Et donc ça, c'est une forme d'intérêt que de s'aligner avec les flux d'investissement de long terme. Si en plus on parle de valorisations qui sont plutôt raisonnables par rapport à des marchés développés, avec des perspectives de croissance longue qui sont absolument colossales. Donc ce petit graphique que vous avez sous les yeux, il vous montre simplement globalement le poids de la Chine dans l'activité mondiale. Donc c'est 18% du PIB mondial, c'est 19% de la CAPI déjà, donc vous voyez, ce sont des montants considérables, et c'est 0,7% des portefeuilles des investisseurs. Donc il y a une opportunité de ce point de vue-là. Et puis l'autre piste de long terme avec laquelle je voulais vous laisser, eh bien, c'est la santé. Donc on a plusieurs fonds Chine, je pense notamment à Greater China que vous pouvez retrouver dans les portefeuilles, mais on a un fonds santé qui s'appelle Global Healthcare et qui capitalise sur ce secteur qui est très vaste, sur lequel vous allez retrouver bien sûr des valeurs pharmaceutiques, mais également des technologies médicales, des biotechnologies, des services à la personne, des services de santé. C'est également un segment extrêmement porteur et diversifiant dans cette optique. Et ce qui nous intéresse, ce sont les dynamiques structurelles qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire, là, c'est absolument inchangé depuis le Covid. C'est-à-dire le vieillissement de la population de manière globale, l'accès aux soins des populations émergentes, et puis également un mécanisme de fusion-acquisition assez dynamique, bref, beaucoup de dynamiques structurelles qui sont extrêmement puissantes, et puis une valorisation qui est très attractive. La santé, c'est le seul secteur au sein du S&P 500, donc des actions américaines, qui cote sous ses moyennes historiques. Donc là, pour le coup, on a de l'attractivité en termes de valorisation, on a de la perspective de long terme, et en plus, on a, je dirais, quelque part, malheureusement, l'effet Covid qui a provoqué une forme d'accélération, non pas forcément de l'innovation, mais de la capacité des autorités de santé à approuver de nouvelles méthodes et de nouveaux médicaments. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour la performance du secteur de la santé. Donc là, je dirais qu'on coche aussi beaucoup de cases, et on a dans ce cadre, comme pour le cas de Chine, la chance d'avoir des experts à la manœuvre qui ont des niveaux de surperformance par rapport à leur marché qui sont extrêmement significatifs. Donc, on a vraiment des experts en la matière qui ont des historiques longs, de très bonne qualité et qui sauront vous accompagner sur ces thèmes qui, bien sûr, offriront de la volatilité, mais qui offrent beaucoup de perspectives sur un horizon patrimonial. Donc, très clairement, notre message, c'est un socle prudent, alternatif, diversifié, avec un fonds comme Global Macro Opportunities et des pistes de long terme à y associer sur la Chine ou sur la santé, nous paraissent être de bonnes idées d'investissement pour les prochaines années. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. C'était très intéressant et très clair. Je vais donner la parole à Paul, maintenant, de la financière de l'Échiquier, pour qu'il nous expose sa vision et son analyse de la situation. Merci Maxime et merci Stéphane pour cette très belle introduction. Donc je ne vais pas revenir sur bien sûr les aspects macroéconomiques qui ont été abordés, mais on partage pleinement cette vision de prudence à court terme et de grandes tendances à implémenter dans les portefeuilles dans la durée.
Ce que je vous disais en introduction, c'est que nous, en fait, nous sommes des artisans de la gestion. On est une maison de gestion un peu plus petite que mes deux confrères qui m'accompagnent lors de ce webinaire. Notre métier depuis 30 ans est le même, c'est-à-dire que nous sommes des stock pickers. Notre métier, on n'est pas des traders, on essaie d'identifier des entreprises innovantes où on a une réelle confiance dans l'équipe de management. On va essayer de trouver des belles opportunités pour accompagner des sociétés dans la durée, en moyenne 3 ans quand on rentre au capital d'une société. Et là où nous étions, on va dire, un investisseur, on va dire, reconnu sur la place française et européenne, depuis 10 ans, on s'est dit que tout le savoir-faire que nous avions depuis 20 ans en matière de recherche, d'innovation et de secteur porteur, nous avons voulu le mettre à contribution des actions internationales, puisque finalement, on n'a plus tellement le choix. Et si on regarde le premier slide que j'ai pu préparer, on voit finalement qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la croissance est relativement faible. Il ne faut pas l'oublier. Lorsque vous regardez typiquement la croissance de la France au premier trimestre, c'est quasiment flat. Alors même si la Banque de France estime qu'on va avoir une belle croissance là, cette année, on voit bien que dans les prochaines années, on va avoir une croissance en France de 2%. Donc on voit qu'on a une croissance relativement atone dans les pays développés comme en Europe et la France. On voit qu'on a un vieillissement de la population, on voit qu'il va falloir prendre soin de nos aînés, on voit qu'il y a beaucoup de tendances qui finalement nous invitent à devoir sortir un peu des idées initiales pour aller trouver de nouvelles perspectives de croissance qu'on appelle de la croissance séculaire. Et la croissance séculaire, c'est finalement la capacité d'un secteur d'activité, d'une entreprise, à pouvoir, quelle que soit l'humeur des cycles économiques, délivrer une croissance, on va dire, pérenne, avec des taux de croissance relativement élevés et qui, bon an, mal an, vont pouvoir valoriser la valeur des entreprises dans la durée. Et donc, on n'a pas eu le choix que de s'intéresser naturellement à ce territoire des actions internationales. C'est ce qu'on fait depuis 10 ans, avec des fonds qui ont pu émerger au sein de la gamme de la financière de l'échiquier. Et je dirais que, pour finir sur ce premier slide, l'intérêt de pouvoir vous proposer ce type d'investissement, qu'on appelle plutôt l'investissement thématique, il est multiple, cet intérêt. Tout d'abord, c'est de mieux comprendre là où vous allez mettre votre épargne. Typiquement, vous allez pouvoir prendre part à des grandes méga-tendances, ces grandes tendances qui façonnent notre avenir. Ça peut être typiquement la digitalisation de l'économie, le vieillissement de la population, l'enrichissement des pays émergents. Et donc, en ayant un fonds thématique sur on va dire un secteur d'activité bien précis, non seulement ça permet d'avoir une bien meilleure compréhension de là où vous mettez votre épargne, d'être peut-être plus à l'aise sur une thématique qui vous porte à cœur, ou si vous avez une forte conviction sur le devenir de cette fameuse thématique. Et je dirais que ça permet, comme je vous le disais, de s'exposer de la croissance séculaire, on va dire sécurisée entre guillemets, même si ça reste très risqué et on le verra. Et ce qui est important également, c'est de bien comprendre que lorsque vous investissez dans une thématique d'avenir, mécaniquement, vous bénéficiez de flux favorables, puisque les investisseurs vont avoir tendance à alimenter régulièrement cette fameuse thématique, et plus des personnes achètent une thématique, ça permet également de porter cette dernière dans les prochaines années. Donc, on n'a pas eu d'autre choix, de manière très naturelle, de s'intéresser à d'autres régions géographiques, d'autres secteurs d'activité depuis une dizaine d'années. Et donc, sur le slide que vous voyez actuellement à l'écran, finalement, on a un socle commun à la financière de l'échiquier pour aujourd'hui 4-5 stratégies qui constituent notre gamme d'actions internationales et thématiques. On a une équipe de 5 personnes à la tête aujourd'hui de 3,5 milliards d'actifs sous gestion, avec des fonds bien identifiés qu'on va aborder dans un instant. Le socle, il est le même, à savoir nous cherchons des entreprises à forte croissance. Je vous le disais, la France, la banque centrale estime qu'on va avoir une croissance assez atone. Nous, dans ce type de stratégie, nous cherchons des sociétés dont la croissance annualisée et pour les 3 prochaines années va être à 2 chiffres. Des sociétés qui sont extrêmement innovantes, où il y a énormément de budget de recherche et développement qui est alloué chaque année sur les bénéfices de la société. Des sociétés à fort leadership, où même si on parle d'inflation, comme le disait Stéphane, ce sont des sociétés qui devraient être capables de répercuter la hausse des matières premières et des coûts de fabrication dans leur prix de vente, puisque ce sont des sociétés extrêmement innovantes à fort leadership. Et enfin, à la financière de l'échiquier, nous aimons bien les portefeuilles de conviction. Ça veut dire que sur un horizon de départ, un univers de départ, pardonnez-moi, de 10 000 sociétés, on va en retenir in fine un panier de 200 sociétés. Et dans ce panier de 200 sociétés qui sont éligibles à nos stratégies, on va à un moment donné en inclure uniquement une trentaine dans nos fonds d'investissement. Et en fonction des opportunités que le marché nous propose, on va être capable d'alléger certains dossiers, de se renforcer, de sortir une valeur pour en faire entrer une autre parmi les 200 sociétés qui auront été validées au préalable par l'équipe de gestion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de conviction, nos premiers poids dans les portefeuilles représentent bien naturellement les premières convictions en termes
de performance boursière à moyen terme. Dès lors qu'une société a bien délivré, on se pose la question soit de la maintenir, soit d'alléger, soit de changer de stratégie et d'entreprise au sein du portefeuille. Alors, le premier fonds et la première stratégie dont je voulais parler avec vous ce matin, c'est un fonds qui a été retenu par les équipes de Grisby pour vous permettre d'investir dans une thématique qui est passionnante. On a en 2018, à la Financière de l'Échiquier, été convaincu de la pertinence de la thématique de l'intelligence artificielle, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que nous avons finalement tous les ingrédients pour parler d'une véritable révolution industrielle. Aujourd'hui, nous avons une ressource qui est illimitée et de grande qualité, c'est ce qu'on appelle la donnée, le big data. On n'a jamais été en possession d'autant de données depuis les dernières années que depuis l'apparition de l'homme sur la planète Terre. On a désormais les bonnes usines pour stocker ces données et les faire travailler. C'est ce qu'on appelle l'univers du big data, pour pouvoir permettre d'avoir accès à des données de plus en plus grandes, de plus en plus qualitatives. C'est l'intelligence artificielle également une thématique qui apporte énormément d'innovation, notamment à travers tout ce que nous appelons le deep learning, le machine learning, et donc ce sont les réseaux neuronaux artificiels. Cette capacité que la machine a à s'améliorer dès lors qu'elle est en relation avec beaucoup de données et beaucoup de cas de figure et des situations. La machine s'améliore de plus en plus et donc c'est vraiment exponentiel et illimité. Et finalement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très technologique, de très digital et très innovant. Mais finalement, ça vient disrupter un ensemble de secteurs d'activité. Et donc, ça peut concerner aussi bien l'industrie automobile, la santé, l'art, la finance, bien évidemment. Et donc, on a pris le pari à la Financière de l'Échiquier de lancer en 2018 ce premier fonds en France géré de manière pure sur la thématique de l'intelligence artificielle pour adresser deux types de sociétés. Tout d'abord, les entreprises qui fabriquent cette technologie, mais également des sociétés qui ne sont pas du tout technologiques au départ et qui vont être convaincues qu'il faut implémenter une forme d'intelligence artificielle pour améliorer la productivité, pour gagner en part de marché, pour essayer de pouvoir être dans le sens de l'histoire finalement. Et aujourd'hui, on a un portefeuille concentré dans Artificial Intelligence d'une trentaine de valeurs, des sociétés que vous pouvez utiliser et connaître au quotidien. Je pense notamment à Netflix, cette société qui dispose d'un algorithme formidable pour essayer de comprendre ce que vous aimez consulter comme médias, ce que vous attendez en termes de médias proposés, pour pouvoir permettre aux équipes de production de Netflix, par exemple, de comprendre que voilà, le public attend tel type de série polar ou autre chose, et permettre toujours de produire quelque chose en face de la demande. Donc, on analyse énormément via cette société les données de consommation des utilisateurs de Netflix. Ça peut être également une société comme Twilio que vous utilisez au quotidien lorsque vous commandez un chauffeur Uber ou que vous faites une réservation sur Airbnb. Finalement, Twilio offre une plateforme de mise en relation et de télécommunication pour recevoir un SMS de confirmation, votre chauffeur est bien arrivé, etc. Donc, c'est finalement des sociétés très innovantes dans un spectre très, très large où, bien sûr, la technologie va représenter une grande partie du portefeuille, à peu près 3/4 de l'allocation sectorielle du fonds que je vous présente à l'instant. Et en termes d'exposition géographique, je rejoins pleinement, je dirais, le discours que Stéphane vient d'avoir. C'est un fonds qui est essentiellement investi sur les États-Unis et la Chine. Ça représente à peu près 80-90% du spectre. Non pas que nous soyons snobs et que nous estimions qu'il n'y ait pas d'opportunité ailleurs, mais on voit bien que la Chine et les États-Unis sont réellement pionniers en matière d'intelligence artificielle. C'est là-bas que nous sommes capables de trouver de très, très belles histoires entrepreneuriales. Et en termes de capitalisation, en investissant dans Artificial Intelligence, vous investissez en moyenne sur des sociétés qui sont capitalisées en bourse à hauteur de 140 milliards de dollars. Donc, on n'est pas sur des startups, on n'est pas sur des sociétés qui testent quelque chose, on est bien sur les sociétés matures, essentiellement profitables et qui bénéficient de l'intelligence artificielle pour accélérer leur déploiement. Et sur le slide suivant, la deuxième stratégie dont je voulais vous parler, ce n'est pas un fonds pur investi sur uniquement une thématique comme le fonds précédent que je viens de vous présenter. Échiquier World Next Leaders, cette fois-ci, c'est un fonds que nous avons lancé en 2013 dans le contexte suivant. Nous avons depuis 10 ans, comme je vous le disais, investi le territoire des actions internationales et notre équipe de recherche a souvent trouvé des dossiers très intéressants, parfois trop petits pour intégrer des fonds, on va dire, assez normaux dans l'univers des actions internationales, à savoir des grandes capitalisations. On peut penser aux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. Et donc, on trouvait à côté de ça des petits dossiers non éligibles dans les fonds traditionnels. Et donc, on a eu l'idée en 2013 de lancer un fonds un peu sous le format incubateur pour tester des projets, des sociétés qui sont beaucoup plus petites en termes de taille, puisque là, la taille retenue est inférieure à 20 milliards de capitalisation. Là où nous étions à 140 milliards dans le fonds que je viens d'évoquer avec vous. Et donc, l'idée de World Next Leaders, c'est d'avoir un fonds très simple à comprendre. C'est un fonds dans lequel nous n'investirons jamais dans les grands leaders que vous connaissez aujourd'hui, tels que Amazon,
Facebook, Alibaba, etc., qu'on appelle les GAFAM. Il y a de très bonnes stratégies que nous gérons d'ailleurs en interne à la financière de l'échiquier sur ce type de valeurs. Dans World Exceeders, on va investir dans des valeurs qu'on appelle GAFAM Free et vraiment essayer de comprendre comment le monde évolue, quelles sont les grandes tendances qui vont façonner notre avenir et comment est-ce que nous pouvons saisir des opportunités assez importantes. Typiquement, ça peut être l'essor du cloud, ça peut être l'essor de la e-santé, ça peut être l'essor des rencontres en ligne. Aujourd'hui, on rencontre de moins en moins son conjoint ou son futur mari ou sa femme sur les bancs de l'école ou au bureau. Ça se fait de plus en plus sur les applications de dating. On se rend compte que le e-commerce a explosé avec le confinement. On voit que ce sont des tendances très, très stables. Et donc, via ce fonds, on s'intéresse aux futurs champions de demain, des sociétés qui sont, je vous le disais, capitalisées entre 1 et 20 milliards, des sociétés dont les taux de croissance structurels de manière annualisée et sur les 3 prochaines années, tant en termes de croissance de chiffre d'affaires que de bénéfices par action, est supérieur à 30%. Donc, on va vraiment se focaliser sur des valeurs à très, très forte croissance et à beaucoup d'innovation. Et finalement, dans ce fonds World Exceeders, en ayant un seul fonds en portefeuille, vous vous exposez à des sociétés de taille plutôt petites dans l'univers généraliste des sociétés internationales, des thématiques multiples. Aujourd'hui, on a une bonne dizaine de thématiques investies dans le portefeuille. Et donc, c'est un fonds qui permet de vous exposer à plein je dirais, d'univers passionnants pour comprendre là où nous allons. Alors, ce qui est intéressant également sur le slide suivant, et j'en terminerai là-dessus pour aborder l'univers des actions internationales thématiques, c'est qu'on a bien vu qu'en 2020, nous avons eu une accélération majeure due à la crise du Covid pour accélérer la digitalisation de l'économie. Aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a plus aucun gouvernement, plus aucune entreprise, plus aucun ménage qui peut se passer de cybersécurité, de e-commerce et de digitalisation de l'économie en matière générale. On a bénéficié de ces flux très massifs sur les actifs défensifs qu'évoquait Stéphane dans l'introduction, puisqu'en 2020, nous avons eu la grande satisfaction d'avoir des performances très importantes sur ce type de fonds purs, là où Artificial Intelligence affichait une performance de l'ordre de 80% net de frais de gestion, World Exceeders était supérieur à 90%, on était là aux alentours de 92% de performance net de frais de gestion en 2020. Et comme le disait Stéphane, on a assisté en début d'année à une sorte de rotation factorielle où finalement, à l'heure où le vaccin était efficace, à l'heure où tout le monde pensait que l'économie rouvrait et que le Covid était derrière nous, les investisseurs ont plutôt eu tendance à vendre massivement ce type de stratégie très défensive, très technologique, très innovante pour se renforcer sur les actifs plus décotés. Et vous l'aurez compris, à travers ces stratégies, on est très orienté sur les valeurs à très forte croissance et donc avec des niveaux de valorisation relativement élevés. On est arrivé sur des niveaux très élevés à mi-février 2021, date à laquelle on a subi une correction assez importante, il faut l'avoir en tête, sur ce type de valeurs très défensives et à forte croissance. Et la grande satisfaction, c'est qu'on voit que depuis un mois, on a eu un rebond et un regain d'appétit de la part des investisseurs sur ce type de stratégie, puisque, grosso modo, là où nous étions entre plus 15 et plus 20% à mi-février, on a eu ensuite une baisse de l'ordre de 25-30% sur ces stratégies en question. Et depuis mi-mai, nous avons eu un regain de l'ordre de 25-30%. Donc, la synthèse de ce discours, c'est de se dire, s'exposer à des grandes tendances structurelles d'avenir, c'est incontournable dans vos allocations. Ce sont les stratégies qui doivent néanmoins être des stratégies de diversification de portefeuille. Il convient de les utiliser de manière raisonnable. Ça veut dire quoi? En détenir dans vos allocations à hauteur de 5, 10, 15%, c'est déjà formidable. On préconise à nos partenaires de ne pas forcément utiliser ce type de stratégie en tant que trader et d'essayer de comprendre quel est le meilleur moment de point d'entrée et de point de sortie. C'est impossible de manière générale et encore plus sur des actifs aussi volatiles que la technologie et des actifs à très forte valorisation au niveau de croissance. Donc, ce sont des fonds de diversification qu'il faut maintenir en portefeuille dans la durée. Si vous avez le temps devant vous et si vous aimez les grandes tendances d'avenir, notamment la digitalisation, ce qui semble être le cas si vous êtes client de GRISB, qui est extrêmement innovant en matière de gestion patrimoniale. Ce sont des fonds qui, selon nous, sont extrêmement satisfaisants. Et si on regarde dans le rétroviseur depuis le lancement historique de ces stratégies, vous voyez que typiquement, Échiquier Artificial Intelligence a été lancé en juin 2018. Depuis, nous avons affiché un retour sur investissement de plus de 120% si vous étiez investi depuis le démarrage, malgré la crise du Covid, malgré la crise et la rotation que nous avons vécue en février dernier. On voit que c'est un fonds tout à fait satisfaisant en termes de retour sur investissement, dès lors que vous vous donnez le temps. Et en termes de taille, c'est une stratégie qui aujourd'hui capitalise près de 1 milliard d'euros quelques années après son lancement. C'est un véritable succès pour nous. Nous sommes convaincus que cette stratégie est loin d'être un feu de paille et qu'elle va vraiment façonner l'avenir dans les prochaines années. Concernant World Exceeders, et j'en terminerai là-dessus, vous verrez que c'est un fonds qui a été lancé en 2013 et qui aujourd'hui va avoisiner les 500 millions d'euros d'encours.
Et c'est un fonds qui est passionnant puisque lorsque vous regardez le TRI, le rendement sur investissement depuis son lancement en 2013, c'est un fonds qui a fait plus de 300% de performance. Et depuis que le gérant actuel est en place et supervise cette gestion, c'est un fonds qui a fait à peu près 130% de performance en 3 ans. C'est assez colossal. Nous sommes convaincus que si vous vous donnez le temps et l'horizon de placement nécessaire, ce sont les stratégies de diversification à nouveau passionnantes qui vous permettront de comprendre comment le monde évolue et d'investir dans ces grandes tendances. Excellent. Merci beaucoup, Paul, pour ton intervention également très claire. On va passer la parole à Maxime Vanneau de Natixis maintenant pour qu'il nous présente sa vision. Maxime, c'est à toi. Merci à tous les deux pour ces brillantes présentations. Je suis entre guillemets la cerise sur le gâteau, même si c'est pas encore tout à fait l'heure du déjeuner. Et là, pour enfoncer le clou, effectivement, sur cette approche de gestion thématique dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent. Et je suis aussi devant vous aujourd'hui, puisque le cahier des charges qui m'a été fixé par GRISB pour intervenir est le suivant. Il est assez simple finalement, c'est, je le disais en introduction, réintégrer du sens et du bon sens dans vos placements financiers, dans un environnement où nous avons tous au quotidien beaucoup d'informations, de la surinformation, difficile à trier, parfois même contradictoire. Et l'objectif que nous nous sommes fixés avec GRISB pour vous, c'est notamment trois piliers. Le premier, c'est de vous proposer, et c'est notre métier au quotidien, des placements performants sur le long terme. On parle beaucoup de durabilité aujourd'hui de la finance et je crois que c'est un phénomène qui tend à s'accélérer. Donc, des placements financiers performants, des placements financiers qui ont du sens et c'est de ce point de vue-là que la gestion thématique avec des thèmes d'investissement très bien bornés, très bien définis, qui vous touchent dans votre quotidien, eh bien, vous permettent de prendre du risque, de comprendre ce risque et de pouvoir passer les différentes phases de marché, les bons moments comme les moins bons moments. Et à côté de cette approche performante, de cette approche de bon sens, eh bien, c'est aussi cette notion d'impact. Vous avez tous et toutes la volonté d'engager un impact positif, quel qu'il soit environnemental et social, dans les placements financiers que vous réalisez. Et c'est un petit peu dans la continuité de ces trois piliers, de ce cahier des charges que j'interviens aujourd'hui et des propos qu'a évoqué juste à l'instant Paul, sur lesquels je rebondis, également ceux de Stéphane en introduction auparavant. Il est très compliqué aujourd'hui pour tout le monde, professionnel comme épargnant, eh bien, d'avoir une vision extrêmement claire, juste et précise et fine d'événements macroéconomiques qui vont arriver. Tout cela est complètement imprévisible par définition. Même quand on arrive à avoir des vues qui sont assez justes, et Stéphane les évoquait tout à l'heure, et JP Morgan fait office de grand professionnel à ce niveau-là, c'est toujours compliqué d'anticiper réellement la réaction des marchés. On peut avoir raison, mais la réaction des marchés peut aller dans un sens qu'on n'avait pas forcément anticipé. Donc tout cela est complètement imprévisible. Et par la même occasion, c'est très compliqué de savoir s'il faut investir aux US, s'il faut investir en Asie, s'il faut investir en Europe, dans les petites capitalisations, dans les moyennes, dans les grosses. Et donc l'idée que l'on se fait, nous, aujourd'hui chez Natixis IM, plutôt que de construire des placements financiers sur des faits qui sont 100% imprévisibles, eh bien, on préfère le faire sur ce que l'on appelle, et que Paul évoquait, des méga tendances, des forces primaires, qui pour le coup sont très concrètes pour vous et extrêmement prévisibles sur une période longue dans le temps, sur un horizon de 5, 10, voire 15 ans. Et je vous donne juste un chiffre pour ces 3-4 forces, ça permettra de concrètement comprendre les choses. Pour la démographie, qui est l'une des premières forces qui constitue finalement le vent dans les voiles des gérants, le vent qui porte les fonds et les thèmes de nos gérants, c'est la démographie. Il y a un chiffre à retenir. En 2050, on sera probablement à peu près 10 milliards d'êtres humains sur Terre. 10 milliards en 2050, ça veut dire quoi? Que sur toutes les tranches de 24 heures en moyenne, il y a en net 240 000 naissances. C'est dans la période de l'Euro de football, à peu près 3 stades de France et 4,6 naissances par seconde. C'est une force qui est extrêmement prévisible, qui est sur le long terme et qui va constituer un vent porteur au quotidien dans les gérants qui gèrent les placements sur lesquels vous investissez. L'autre force, c'est l'innovation technologique. Là encore, un chiffre,
On parle beaucoup d'objets connectés, de tablettes, de téléphones, d'ordinateurs, etc., etc. Il y a 20 milliards d'objets connectés dans le monde aujourd'hui. Il y en aura environ 34 milliards en 2050. Vous savez que chaque objet émet un certain nombre de données, c'est ce qu'on appelle des big data, c'est ce qu'évoquait Paul juste auparavant. Aujourd'hui, avec le développement que l'on retrouve des forces de calcul, eh bien, on va pouvoir enrichir ce qu'on appelle des algorithmes qui vont venir nourrir des robots, comme on le voit à l'intérieur des thèmes tels que la robotique, tels que l'intelligence artificielle, et qui vont se développer de manière extrêmement forte et tout à fait exponentielle. Et on va aller de plus en plus loin dans toutes ces applications qui sont réservées à toutes ces machines. Ça, c'est la deuxième force, c'est l'innovation technologique. La troisième, c'est la rareté des ressources. Cette démographie, cette innovation technologique qui avance, elle demande finalement de répondre à deux choses. Et si l'on prend assez précisément la ressource telle que l'eau, par exemple, eh bien, on se rend compte qu'au quotidien, on a besoin d'une part de plus d'eau en quantité, mais on a également besoin de mieux d'eau en qualité. De plus d'eau parce qu'on constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent chaque jour sur Terre et qui vont demander et être très consommatrices de cette ressource qui est une ressource non épuisable, renouvelable, mais de plus en plus polluée. Mais également de mieux d'eau en qualité, puisqu'on parle beaucoup d'objets connectés, on parle beaucoup de digitalisation de l'économie, on parle beaucoup, vous savez, de ce qu'on appelle des semi-conducteurs, des microprocesseurs qui pourraient être fabriqués, être performants et être le moins énergivores possible en énergie, eh bien, ont besoin d'une qualité d'eau qui est extrêmement importante. Donc, on a là, ici, avec la rareté de la ressource, telle que la ressource eau, eh bien, une force qui, là aussi, est extrêmement prévisible et qui l'est sur le long terme et qui constitue donc un autre vent porteur pour nos gérants. Et puis, la dernière force, c'est la globalisation. C'est la quatrième force primaire, la quatrième méga tendance que l'on a identifiée. Avec, vous le savez, souvent, ce dont on parle, c'est la mondialisation eh bien, des personnes, des marchandises. Moi, c'est plutôt la mondialisation et la globalisation des données dont je veux vous parler. Et il y a encore un chiffre ici qui est à retenir. Pour mesurer toutes les données qui sont en circulation aujourd'hui dans le monde, il y a une unité qui est utilisée qui s'appelle le zettabyte, sachant que 1 zettabyte, c'est l'équivalent de 250 milliards de DVD en termes de stockage. Eh bien, ces capacités de stockage sont amenées à être multipliées par 3, 4, 5 d'ici l'horizon 2050. Et on a donc là aussi une force primaire qui constitue un vent dans les voiles des gérants, dans le dos des gérants et qui est extrêmement prévisible. Et donc, ça nous permet eh bien, d'engager à vos côtés deux types de placements financiers qui sont des placements de bon sens. L'un qui est plutôt orienté sur effectivement cette révolution digitale qui existe déjà depuis très longtemps, dont on parle beaucoup depuis quelques mois, qui a été effectivement exacerbée, survitaminée par cette crise sanitaire de la Covid-19. Donc c'est comment s'orienter et investir sur la révolution digitale. Vous verrez que la slide que vous avez devant les yeux et le fond Thematics Meta permet d'y répondre, puisque c'est un fonds à l'intérieur duquel vous retrouvez des thèmes qui s'intègrent dans cette révolution digitale. Et puis, il y a d'un autre côté, eh bien, la fameuse révolution, cette fameuse transition environnementale, qui là aussi fait l'objet de beaucoup de débats parfois âpres et de beaucoup de papiers, de discussions et d'échanges actuellement. Et pour une simple et bonne raison, c'est que nous n'avons pas de planète B, nous avons simplement une planète A, si je puis m'exprimer ainsi, et qu'il va réellement falloir drainer son épargne sur des placements et dans des sociétés qui proposent des biens et des services qui ont un impact positif direct sur cette transition environnementale et qu'il va falloir nécessairement accélérer. Quand vous voyez qu'il fait 50 degrés au Canada, que vous avez un gazoduc en feu en pleine mer et que vous avez à répétition bon nombre d'incidents climatiques, eh bien, vous comprenez l'urgence de la situation et ce n'est pas simplement une urgence marketing ou une urgence de communication, c'est une urgence véridique et sur laquelle il faut réellement drainer son épargne. Si je reviens juste quelques instants sur cette révolution digitale, une solution pour l'accompagner, c'est d'investir sur un placement financier dont vous parlent, je crois, régulièrement les équipes de Grisby. C'est le Thematics
méta. Vous comprenez par thématique que c'est une gestion thématique. Et Paul évoquait un petit peu avant que j'intervienne, l'objectif d'une gestion thématique est d'aller capter la croissance de long terme, finalement une croissance naturelle que vous retrouvez dans certains thèmes. Ce fonds-là, Thematics Meta, il est investi dans 4 thèmes que l'on considère être comme les thèmes qui vont façonner le monde de demain sur cette révolution, cette approche digitale. C'est la sécurité. Et la sécurité, concrètement, c'est quoi? C'est 15% par an de croissance sur le long terme, en comparaison de la croissance mondiale qui est aujourd'hui relativement faible, alors qui redémarre post-Covid-19, mais qui est relativement faible. Et la sécurité, c'est quoi? C'est la sécurité du monde digital, c'est la sécurité du monde réel, donc c'est de la cybersécurité, c'est de la cyberassurance, c'est la digitalisation et la sécurité de nos moyens de paiement, notamment la sécurisation des cartes bancaires, et c'est aussi la sécurité du monde réel, qu'elle soit alimentaire, dans les transports, dans notre vie quotidienne ou sur notre lieu de travail. C'est également la thématique de l'eau. Je vous disais, on a une ressource qui est renouvelable, mais qui est de plus en plus polluée. Et on dit souvent que la planète bleue est bleue parce qu'elle est largement constituée d'eau. Il y a 70% d'eau sur Terre. Je vous invite à retenir ce chiffre. 70% d'eau sur Terre, seulement 0,19% de l'eau est potable. Vous comprenez les enjeux qu'il peut y avoir sur une ressource comme celle-ci, avec l'efficience de cette demande en eau, qu'elle soit domestique, agricole, industrielle, l'efficience de l'offre et le contrôle de cette pollution et le contrôle des déchets en lien avec cette ressource telle que l'eau. Et puis, c'est le tuyau entre l'offre et la demande avec les infrastructures d'eau qui sont de plus en plus vieillissantes et qui doivent être rénovées. Deuxième thématique, aux côtés de la sécurité, que vous retrouvez dans un fonds comme Thematics Meta. La troisième, c'est l'IA et la robotique. Je passe très vite, puisque Paul, on a un petit peu parlé auparavant. Vous retrouvez tout ce qui est automatisation dans les usines, sur le plan médical, dans notre vie quotidienne avec les robots ménagers, etc., etc. Et enfin, l'économie de l'abonnement. Et là, c'est un thème souvent qui interpelle un petit peu et que l'on a constitué pour une raison simple, c'est que l'on fait tous beaucoup moins appel aujourd'hui à cette notion et on accorde tous beaucoup moins d'importance à la notion de propriété qu'on ne pouvait l'accorder par le passé, et on fait tous beaucoup appel à l'abonnement, qu'on soit un particulier ou qu'on soit une entreprise. Les gens dans le monde ont été interrogés, 74% des gens interrogés dans le monde aujourd'hui de plus de 18 ans vous disent vouloir se tourner demain beaucoup plus vers l'économie de l'abonnement. Et on comprend pour nous tous, particuliers, que c'est hyper intéressant, c'est très simple d'utilisation et de souscription, on peut le faire n'importe où, n'importe quand, et de manière totalement illimitée. Et c'est également très vertueux pour les entreprises que l'on finance et pour les gérants qui suivent les entreprises financées, puisque une entreprise basée sur le modèle de l'abonnement commence le 1er janvier avec 70, 80, 90% de récurrence dans ses revenus selon le taux de renouvellement qu'il y a sur les abonnements, ce qui confère et offre beaucoup de visibilité en termes de risque, notamment pour nos gérants, et apporte de la fiabilité dans la durée pour les investisseurs. Donc, vous avez avec Thematics Meta un fonds qui investit sur la révolution digitale et à l'intérieur duquel vous avez la sécurité, l'eau, l'IA, la robotique et l'économie de l'abonnement. C'était la première stratégie dont je voulais vous parler. Comme le temps passe extrêmement vite, vous avez devant les yeux quelques noms de sociétés que vous retrouvez dans le fonds Thematics Meta. Je voudrais simplement vous dire un mot sur une autre révolution qui est en marche et qui va s'accélérer, c'est la révolution environnementale. Et on est persuadé chez Natixis que l'investisseur, aujourd'hui, l'épargnant français, doit avoir dans son portefeuille financier cette révolution environnementale. Et pourquoi elle est incontournable? Elle est incontournable pour 3 raisons. La première, c'est qu'on a, et c'est assez rare pour être souligné, des grandes puissances mondiales qui s'accordent à vouloir accélérer cette transition environnementale. On l'a vu avec l'élection de Joe Biden aux États-Unis et des plans massifs d'accélération de cette transition environnementale de plus de 1 000 milliards de dollars. On l'a vu un peu plus tôt en Asie avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud, un petit peu à la surprise générale, qui veulent atteindre cette neutralité carbone à l'horizon 2060. Et on l'avait vu un peu plus tôt en Europe avec, vous savez, le Green Deal, qui permet également d'atteindre cette neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, on a vraiment un alignement de planètes avec des États qui s'accordent à vouloir accélérer cette transition environnementale qui est inévitable. Vous avez parallèlement à ça, et cette transition qui est rendue possible par un écosystème d'entreprises qui
arrive après 10 ans d'innovation technologique et où on a connu ces 2, 3, 4 dernières années un vrai point d'inflexion sur l'approche mature de ces ruptures technologiques vertes et la rentabilité de ces technologies. Vous savez qu'aujourd'hui, il est moins coûteux de produire de l'énergie verte par des éoliennes, par des panneaux photovoltaïques ou d'autres énergies renouvelables que de le faire via de l'énergie fossile type pétrole ou charbon. Le coût de production de l'énergie solaire a baissé de 45% en l'espace de 8 ans. L'éolien a baissé de l'ordre de 85 à 90% dans l'espace de 10 ans. Et on parle beaucoup de l'électrification du transport aujourd'hui. Vous savez que les batteries lithium-ion qui notamment constituent les voitures électriques ont un coût de production qui a baissé de 90% ces 10 dernières années. Vous avez donc aujourd'hui un vivier d'entreprises qui est extrêmement porteur, visible, mature, performant et qui permet d'avoir de la visibilité sur cette thématique. Et puis enfin, vous avez les épargnants, vous-même. Et en cela, ces derniers mois ont été, entre guillemets, intéressants puisqu'on a vu, notamment dans la continuité de cette crise sanitaire, cette pandémie de Covid-19, un recentrage évident sur les problématiques de santé. Quand vous savez que la pollution atmosphérique tue 7 à 9 millions de personnes par an, qu'il n'y a pas de vaccin, c'est malheureusement beaucoup plus que le Covid qui en a tué un peu plus de 2 millions, et il y a un vaccin, en tout cas semble-t-il, pour le Covid, eh bien vous comprenez l'importance de devoir flécher votre épargne dans des sociétés qui œuvrent pour cette transition environnementale qui devient juste impérative. Donc, pour accompagner cette transition, il y a un fonds, là aussi, dans lequel nous avons, et GRISBY à vos côtés a beaucoup de conviction. C'est un fonds qui s'appelle Mirova Europe Environnement, qui a vocation d'investir dans cette transition écologique et énergétique, sur le sujet des énergies renouvelables, sur la mobilité propre, qu'elle soit pour le transport lourd comme pour le transport léger. Et vous savez qu'on parle beaucoup d'hydrogène. Aujourd'hui, à peu près 10% du portefeuille de Mirova Europe Environnement est investi sur l'hydrogène. On parle également de l'efficacité énergétique avec les bâtiments verts, avec l'efficacité dans l'industrie. Et puis, on parle également de l'économie circulaire, cette approche gagnant-gagnante entre l'économie et l'écologie, avec la gestion durable des eaux et des déchets et une utilisation plus raisonnée de nos terres, en tout cas de notre capital naturel, qu'il soit terrestre ou qu'il soit ou que ce soit bien évidemment l'océan. On a la chance, avec un fonds comme celui-ci, Mirova Europe Environnement, d'avoir l'un des pure players de la transition environnementale qui existe depuis 14 ans, qui n'est pas un fonds qui surfe sur un phénomène de mode depuis 2 ou 3 ans, qui est là depuis 14 ans et qui affiche des performances qui sont très largement au rendez-vous, puisque, souvenez-vous de mon introduction, et je conclurai également par ça, performance, bon sens, impact positif, qu'il soit environnemental et ou social, 3 cases que cochent ces 2 fonds. Et un mot sur les performances, et je terminerai par ça. On a beaucoup de chance, entre guillemets, aujourd'hui, puisqu'on a connu ces 3 dernières années toutes les configurations de marché qui étaient possibles et imaginables. Une année 2019 qui était extrêmement porteuse sur les marchés financiers, des fonds d'investissement qui ont été excellents, quasiment 40% pour Thematics Meta en 2019, 30% pour Mirova Europe Environnement. Une année 2020 qui a été très compliquée, avec énormément d'événements imprévisibles, et notamment cette crise sanitaire, des marchés financiers qui sont tombés, qui ont dégringolé au printemps 2020, qui ont très largement rebondi à l'été 2020, qui ont connu ce qu'on appelle un phénomène de rotation à l'automne. Qu'est-ce que l'on a constaté? C'est que dans tous les cas, quels que soient les cycles, eh bien, Thematics Meta et Mirova Europe Environnement avaient très bien traversé ces cycles, avec une approche qui est une vraie approche 4x4, qui s'affranchit de ces cycles économiques, plus 24% de performance en 2020, et des performances depuis le début d'année, là aussi, qui sont plutôt très bonnes, positives, et qui, et moi, c'est ce que j'aime dans cette gestion thématique, vous offre beaucoup de fiabilité dans la durée. Paul l'a rappelé, j'enfonce le clou, mais ça paraît évident, ce sont des stratégies qui sont là pour vous permettre de diversifier vos placements financiers aux côtés d'autres classes d'actifs. On ne le répétera jamais assez. Le nerf de la guerre, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous avez aujourd'hui eu une intervention en ce sens avec 3 acteurs, Stéphane, Paul et moi-même, qui vous permettent d'envisager et d'investir sereinement votre épargne
pour les prochaines années. Je m'arrête là parce que le timing est terminé et j'imagine qu'il y a des questions. Merci en tout cas de votre écoute et de votre attention. Un grand merci, Maxime, pour ton intervention. Merci à tous les trois. Vous avez été vraiment très intéressants. On a d'ailleurs des questions ou des remarques qui nous ont monté et qui vous remercient déjà pour l'intérêt et la clarté de vos interventions. Donc, je relais les remerciements qui nous sont déjà remontés. Effectivement, donc si je fais une synthèse en quelques mots, côté Stéphane, JP Morgan, des convictions fortes sur la Chine et la santé. Côté Paul, de la financière de l'échiquier, une conviction également très forte sur l'intelligence artificielle et puis sur l'identification des futurs champions de demain sur des thématiques diverses. Et Natixis, la volonté de s'ancrer et de participer à cette révolution digitale et la révolution environnementale, pour faire très simple et de manière très, très synthétique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez déjà des visions qui se complètent bien, et qui s'inscrivent dans une logique de diversification. Vous en avez parlé, Maxime et Paul, et c'est ce qu'on voulait apporter à nos participants aujourd'hui, c'est-à-dire des visions qui se confirment et qui se complètent bien, et vous l'avez fait. On a eu un certain nombre de questions, donc effectivement, ça va être très court. On a répondu à quelques questions qui nous ont été posées à l'écrit, à ceux qui les ont posées, justement. Merci en tout cas aux participants qui ont posé des questions. Une première question sur, quelqu'un qui pose la question, est-ce que les actions, on peut toujours rester investi sur les actions? Est-ce qu'il faut attendre pour réinvestir, ou est-ce qu'il faut s'alléger? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que tout ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est la même chose pour tous les trois. On n'est pas là pour proposer, c'est vraiment ce qu'on partage également chez Grisby, de proposer à nos clients, nos épargnants, de faire des coups. On est là, on s'inscrit dans des investissements de long terme et on s'appuie sur des convictions thématiques qui sont partagées avec nos partenaires. Et au regard de tout ce qui a été dit, c'est que oui, évidemment, les actions, les fonds actions, malgré des niveaux, par exemple, de valorisation qui peuvent sembler élevés, restent dans le long terme une classe d'actifs, évidemment, à conserver, à regarder de près. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot par rapport à ça. Et je le mets en relief d'une autre question qui nous ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport aux fonds en euros aujourd'hui qui sont garantis à 100%? Voilà, il y a des questions autour de ça. En deux mots, la valorisation, on en a déjà pas mal parlé, mais effectivement, en fait, le sujet, c'est très clairement pas, et on y a répondu, mais on n'est pas encore dans une économie de bulle, parce que il n'y a pas de surachat. Un phénomène, ce qui nous inquiète toujours en tant que gérant, c'est l'intensification des achats, la surcollecte et le phénomène de surchauffe qu'on pourrait constater. Très clairement, on n'y est pas. Hein. Et si je regarde les statistiques sur le marché mondial, on est même en légère décollecte ces derniers mois sur les actions au global, puisque toutes les thématiques ne connaissent pas le même appétit et le même succès. Donc, on n'est pas dans cette zone de surchauffe qui pourrait être anxiogène. Je pense que c'est un petit peu prématuré. Et pour ce qui est, en deux mots, même si ce n'est pas forcément notre objectif, enfin, ce n'est pas forcément notre casquette là, mais de parler du fonds euro, vous savez, moi je représente une société très internationale, américaine. Le fonds en euros est, pour dire le moins, une anomalie, en tout cas, à minima, une exception, puisqu'il permet de proposer historiquement des produits qui s'affranchissent de ce qu'on appelle le mark-to-market, c'est-à-dire la valorisation quotidienne des actifs sous-jacents. Alors, il y a quand même une vertu actuellement au fonds euro, c'est que dans un contexte de taux négatif, c'est vrai que ça permet de ne pas directement souffrir de la remontée des taux. Après, pour être très clair, d'un point de vue statistique, une garantie du capital à 8 ans sur un profil équilibré, ça ne sert pas à grand-chose, puisque en réalité, la performance, elle est à 8 ans très, très, très rarement statistiquement négative, et d'autant plus qu'on a un profil équilibré. Donc, je dirais que la nécessité de cette garantie, c'est plus un élément psychologique et commercial qu'une nécessité en termes de gestion. Très bien. Merci Stéphane. Oui, si je devais rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, on partage nous cette vision de valorisation où en fait il faut voir que les indices boursiers sont relativement élevés. On pense au CAC 40 quand on ouvre les échos le matin. Il faut bien comprendre que dans chaque indicateur de boursier, on a bien des styles très différents des uns aux autres. Si je prends l'exemple de la technologie,
la manière dont nous adressons, nous, la thématique technologique. On n'est pas du tout investi sur des indicateurs comme le Nasdaq, etc. Typiquement, les sociétés que nous avons en portefeuille ont très bien délivré en 2020. On voit que la publication du premier trimestre 2021 est excellente. C'est des sociétés qui maintiennent et qui exécutent parfaitement leur plan de développement. Et pour autant, ce sont des décotes que nous avons subies sur certains titres de l'ordre de 20, 30, 40, 50%. Ce qui fait qu'en valorisation aujourd'hui, on a des sociétés qui n'ont jamais généré autant de chiffres et de bénéfices et qui, en termes de valorisation, sont parfois moins chères que sur la moyenne historique des 3 dernières années. Donc, c'est plutôt pour nous une bonne opportunité, je dirais, en termes de points d'entrée, toujours en diversification, et j'enfonce à nouveau le clou que j'avais entamé et que Maxime a enfoncé derrière moi. C'est la diversification, il faut y aller petit à petit. Pourquoi pas ne pas privilégier typiquement le versement programmé sur des thématiques aussi long-termistes, aussi volatiles soient-elles également. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt également très convaincus qu'il faut avoir des actions en portefeuille, bien diversifiées, les thématiques, les secteurs d'activité, les tailles d'entreprise. C'est le meilleur moyen de pouvoir passer le plus sereinement possible cette deuxième partie d'année qui pourra peut-être être un peu plus chahutée que ce premier semestre. Une autre question rapide, si vous avez un éclairage à apporter dessus. Il y a notamment une question autour des crypto-monnaies. Donc, ça n'a pas de rapport précis avec ce qui a été partagé aujourd'hui. Mais voilà, il y a eu un participant qui évoquait le fait que les institutionnels, certains en tout cas, s'intéressaient de plus en plus aux crypto-monnaies, crypto-actifs. Est-ce qu'au sein de vos maisons respectives, ça commence à devenir un sujet ou, à votre avis, pas encore dans le futur très proche? Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir rapidement sur ce point-là. En tout cas, en un mot, et ce sera très court de ma part, un petit peu dans la continuité de ce que j'évoquais auparavant avec le digital et l'environnement, on est persuadé qu'il faut nous investir sur des thématiques que l'on appelle de croisière. Là où les thématiques plus cycliques, et je crois que la crypto-monnaie en fait partie, sont beaucoup plus compliquées à lire, sont très nouvelles, très naissantes, très embryonnaires. On besoin d'ajustements, et on le voit d'ailleurs dans la volatilité d'actifs. Donc voilà, en l'occurrence, nous, c'est pas pour l'heure un sujet que l'on regarde avec beaucoup trop de volatilité et d'incertitude. Et vous l'aurez compris, on préfère le prévisible que l'imprévisible, et ce sera peut-être travaillé à terme, mais en l'occurrence, pas le cas encore chez nous. Très bien. Merci Maxime. On va de toute façon s'arrêter très, très prochainement car le temps passe, effectivement, le temps passe vite, mais ça a été très, très rapide grâce à la qualité de vos interventions. Juste une dernière question qui a été posée, même plusieurs questions par rapport au sujet de l'accessibilité des fonds que vous avez présentés. Oui, bien sûr, ils sont accessibles à l'ensemble des clients de Grisby. On n'a pas besoin d'être professionnel. J'ai vu quelqu'un qui posait la question pour accéder aux fonds tels qu'ils ont été présentés aujourd'hui à travers nos différents contrats d'assurance vie, en particulier Grisby Vie, assuré par Suramir, qui référence l'ensemble des fonds qui ont été présentés aujourd'hui. Et si vous avez de toute façon d'autres questions par rapport à des fonds ou des points qui ont été évoqués aujourd'hui, je vous invite à vous rapprocher de nous, de votre conseiller, si vous en avez un, ou en tout cas de nous rappeler, et vous pourrez échanger avec l'un des brillants conseillers de notre équipe Grisby. Merci en tout cas de votre participation. Merci à tous les trois pour la qualité, une fois de plus, de vos interventions. Vous aurez, pour ceux qui le souhaitent, accès au replay. Donc, on va communiquer le replay si vous voulez revoir la présentation ou si vous voulez la transmettre à l'un de vos proches qui aurait raté ce webinaire. Merci à tous et à très bientôt. Passez tous un bel été. Merci Maxime, merci à tout le monde. Passez une bonne journée. Merci. Bonne journée à vous.